Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Et surtout, je me sers de l'addiction, et comme tu disais, après, je vais me servir de « Ah ouais, j'ai eu une vie tellement difficile, tellement malheureuse, c'est normal que je consomme. » Et je me vautre je me vautre dans mon malheur, en fait. Je laboure mon propre malheur pour pouvoir consommer. Bien sûr. C'est le truc complètement pervers et complètement démolissant, quoi. Lorsque j'ai imaginé le podcast Contradiction, c'était précisément pour recevoir des invités tels celui que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui. Rien ne le prédestinait à être en face de moi, heureux, nourri de rêves et de projets, clean depuis maintenant 14 ans. Il tombe dans la dope comme on tombe sur un ami qui nous veut du mal. Il commence alors à passer sa vie à courir après le soulagement dans un corps perpétuellement en souffrance. J'ai tout testé avec excès et violence, dit-il, tox des années 80 avec tous les risques que cela comporte. Le chaos devient son quotidien. Son histoire, il va nous la raconter. Mais il s'en est aussi inspiré pour écrire son premier long-métrage, Les Héroïques, du jeune réalisateur Maxime Roy. Notre invité, acteur et scénariste français, y incarne Michel Kowalski, un quinquagénaire à bout de souffle, perdu entre addiction, précarité et responsabilité familiale. Le film dépeint avec justesse la lutte quotidienne d'un homme égaré entre un fils aîné, un bébé et un père mourant. Avec sa veste de cuir marquée « Loser », un clin d'œil à son premier court-métrage « Beautiful Loser », j'imagine, il erre dans un Paris méconnaissable. Sa fragilité et sa rage éclatantes dès la première scène, un monologue de plus de 3 minutes lors d'une réunion d'alcooliques anonymes face à une caméra au point, aussi discrète qu'intense. Mais de cet enfer, Michel, ou devrais-je dire François Creton, va revenir à la vie. Au-delà d'une rédemption personnelle, son témoignage est un hommage aux luttes silencieuses de ceux qui, jour après jour, cherchent à se libérer de l'emprise des addictions, un cri d'espoir aussi et surtout que François délivre à tous ceux qui ne croient pas au miracle. Bonjour François. Waouh, super. Bonjour Karen. J'ai fait de mon mieux, mais super. C'est difficile de passer après ton film. J'ai l'impression qu'en fait, il faut le voir et qu'on n'a pas besoin d'introduction ou quoi que ce soit. Donc, je le répète, c'est Les Héroïques. Ouais. Tout est dit dans le film. Ouais. Bah, surtout, oui. Après, quand j'ai un petit peu... Tout est dit. Ce que nous, on voulait vraiment, c'était de dire que... En fait, le grand truc qu'on voulait dire avec Maxime quand on a écrit, parce qu'on l'a écrit ensemble, c'était de dire il est jamais trop tard. 53 piges, tu peux avoir... ramer toute ta vie, il est jamais trop tard. C'est ça qu'on veut faire passer aujourd'hui comme message, parce que pour moi, c'est vraiment, comme je le dis là, c'est presque un miracle. Et ça, on en voit aussi souvent dans les groupes de narcotiques anonymes, d'alcooliques anonymes. On parle beaucoup de miracles, parce qu'on est là, tous, on est une dizaine, une vingtaine, une trentaine de dépendants, de toxicos, d'alcooliques qui ne consomment pas. On est effectivement des miraculés. Il faut quand même se dire que l'alcoolisme et la polytoxicomanie en général, ça fait partie des premières causes de mortalité. Enfin, c'est ouf, quoi, le nombre de gens qui meurent de l'alcool, qui meurent directement de l'alcool et qui meurent de tout ce qui va avec, quoi, les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques, la prison, les accidents de voiture, etc., etc. Donc en fait, le spectre est très très large et on est effectivement assez peu nombreux en fait dans ces réunions. Moi, je pense même au-delà des maladies, je pense même à la dépression. Oui. Que tout ça induit, et les suicides, et puis surtout, en fait, les vies qui ne sont même pas des vies. Ça veut dire, alors, je ne sais pas s'ils disent ça au NA, mais nous, au A, on dit que c'est une maladie incurable, évolutive et mortelle. Exactement. Qui finira soit à l'hôpital. À l'hôpital, à la morgue ou en prison. Voilà, exactement. Ou avec un verre d'eau. Avec un verre d'eau. C'est une maladie, l'alcoolisme, qui se soigne avec de l'eau. La flotte, c'est quand même génial, quoi. Quand on sait ça, c'est la flotte, quoi. La flotte et les autres. Les eaux et les autres. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qu'on essaye de montrer dans le film, c'est que moi, ce que je découvre, c'est que mon médicament, c'est la parole de l'autre. C'est ce que dit l'autre qui me soigne. C'est pas autant ce que je dis, mais j'ai besoin de dire parce que j'ai besoin d'expulser et j'ai besoin de faire sortir de moi. Mais ce qui me soigne le plus, c'est ce que j'entends.
J'ai appris un truc qui est quand même génial, c'est que en tant que consommateur, comme souvent, grande gueule. Moi, mon grand mot quand je consommais, quand je buvais, c'est « j'ai raison » en tapant du poing sur la table. J'ai raison. Ouais, c'était mon grand truc, quoi. Je découvre, en allant en réunion, une réunion, ça dure 1h15. Je vais avoir un temps de partage qui va faire 3 minutes. Ça veut dire que pendant 1h11, je ferme ma gueule et j'écoute. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un grand miracle. J'écoute et je me soigne de l'écoute de l'autre. T'imagines pour moi, Marjorie qui est notre ingénieure du son aujourd'hui. C'est-à-dire que je parle beaucoup, beaucoup trop. Et d'ailleurs, cette rentrée, on va essayer de la faire sous le signe de l'écoute parce que je me suis rendu compte quand même sur mes premières saisons que j'avais quand même du mal à fermer ma gueule. Heureusement que les réunions m'aident à apprendre ça. Et puis que toi, j'ai envie de t'écouter ce matin parler précisément de ton parcours et déjà, est-ce que tu peux nous donner une définition de l'addiction telle que ça te viendrait maintenant comme ça? Une définition de l'addiction ? Pour toi, qu'est-ce que c'est ? La folie. La folie, l'excès dans la folie, quoi. Tout est excessif. Mais moi, je suis addict à tout. Je suis addict aux produits, je suis addict à mes émotions, si tout me submerge, en fait. Tout est trop, quoi. Tout est tout le temps trop. Donc, j'apprends à modérer. Je me suis fait croire pendant plus de 40 piges que le produit allait... J'entends souvent, c'est marrant parce que j'entends des fois des gens qui disent « Ouais, moi j'ai consommé pour que la vie elle soit rock'n'roll ». Non, pas du tout. Moi j'ai consommé parce que la vie elle était trop rock'n'roll. Les émotions, la vie, l'enfance que j'ai eue était tellement rock'n'roll que le produit m'a permis d'aplatir toutes ces émotions qui sont trop violentes, quoi. Et donc, ce que j'apprends maintenant, c'est comment je fais pour vivre sans prendre de produit avec ces émotions qui sont parfois... Donc avec le temps maintenant, avec l'abstinence, je commence à avoir du recul et à pouvoir gérer certaines émotions, mais parfois compliqué. Mais voilà, je m'arme d'outils. Et c'est ça l'addiction. L'addiction, c'est la folie. Parce qu'en fait, cet état me rend fou. Quand j'ai arrêté de consommer, moi j'ai fini la conso, j'étais dans un parking, je buvais à peu près 30 bières par jour, 2 bouteilles de Sky, 500 mg de morphine, j'étais en train de me clochardiser. Alors, juste pour revenir, tu as arrêté l'alcool il y a 14 ans, ouais. Mais tu as arrêté l'héroïne. J'avais arrêté l'héroïne bien avant. En te mettant sous traitement de substitution. Alors, moi, ce que j'ai fait aussi dans toute ma vie de consommateur, ce qui a été une grande illusion de pouvoir dire je suis pas du tout accro. Changer de produit. Je changeais de produit. Le fameux Titanic. Et j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Moi, j'allais décrocher de l'héros au vin blanc dans la maison de campagne de mes parents dans le Morvan. Je m'arrêtais à Saint-Brice, je chargeais les bagnoles de caisses de vin blanc et je décrochais de l'héros. Puis quand j'avais plein de cul de prendre de l'héros, je rentrais à Paris. Les 2 premières semaines, je me chargeais aux amphétamines et puis je retombais dans l'héros et je tournais comme ça. Et mon grand discours était de dire, bah non, je prends plus d'héros, regarde. Avec une bouteille de blanc à la main ou enfin voilà, j'étais dans un espèce de déni total, quoi, de tout, quoi. Et donc c'est ça la folie de l'addiction, c'est le déni aussi déjà. Complètement. Et à la fin, moi je sais quand j'ai arrêté de boire, ma dernière biture, elle dure 2 ans et demi. Putain, je débourre plus, jamais, quoi. Je me réveille le matin, je suis encore bourré et à 6 du mat, je suis devant la grille de l'épicier, je suis à l'heure. C'est drôle parce que souvent j'entends parler de rigueur dans les réus. Ouais, il faut avoir de la rigueur pour arrêter. Mais moi j'ai toujours eu de la rigueur. Sauf que maintenant je la mets pas au même endroit. Ouais. J'ai jamais raté un rendez-vous avec un dealer. Jamais. Enfin, j'ai toujours été à l'heure à l'ouverture de l'épicerie pour me pécho mes 2, 8, 6 du matin pour le petit-déj. Donc en fait il y a de la rigueur. Il y a un moment donné, il faut la placer ailleurs, quoi. En fait. Et tout est folie chez moi. La dernière fois que j'ai pris de la coke, et pourtant c'est pas mon produit de choix. Donc c'était il y a plus de 14 ans. En fait, je dis oui. Il y a un mec et tout, il a la super coke, on est à la campagne, coke de ouf. Ah, tu prends une petite ligne? Je dis ouais. Et puis et évidemment, comme d'hab, je me dis dans ma tête, je vais prendre une petite ligne, c'est bon. J'ai bu 2-3 bières, tout va bien se passer, quoi. J'ai bouffé 6 grammes en 24 heures. Voilà, ça me fait basculer en fait. Je peux pas. Et par exemple, tu vois, je disais, moi, il y a un truc que j'ai appris. Dans le programme des anonymes, je dirais alcooliques ou narcotiques anonymes. Par exemple, la 12e étape, elle me suggère de mettre tout ce que j'ai appris dans le programme en pratique dans tous les domaines de ma vie. Donc j'ai appris une chose, moi, c'est ne pas consommer la première goutte du premier verre. Sinon, je bascule. Moi, si je bois une gorgée de bière, je défonce le tonneau
Et je vais arrêter quand je serai par terre, en fait. La première ligne de coke, c'est la même chose, quoi. J'ai fini, en plus, je la shoot, quoi. Donc, tu vois, j'avais les bras, c'était au secours, quoi. J'avais plus de jambes, plus de bras, l'enfer. Donc, je sais qu'il ne faut pas que je fasse ce premier truc. Mais, comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai des problèmes avec mes émotions, je mets ça en pratique. Par exemple, je ne consomme pas la première goutte de la première colère. Je ne veux pas me mettre en colère. Ça déborde. Parce que sinon, ça va je trop loin. décale, quoi. En fait, il y a un truc qui n'est pas cadré dans ma tête et je passe de l'autre côté. Donc, maintenant, j'ai appris ça. On met longtemps à comprendre ça. Si un mec me bouscule dans la rue, je m'excuse. Parce que si je m'excuse pas et que je le traite de connard, je sais où ça va. Et je perds, en fait. Même si je lui pète la gueule. En fait, tu es en train de me dire que ce que tu as appris, c'est que tu as la vision de plus tard et tu as déjà la flemme de ce qui va arriver. J'ai mon confort. En fait, tout d'un coup, maintenant, j'ai appris 2 trucs hyper importants pour moi. C'est que pour mon bien-être, il est plus facile de pardonner, de lâcher prise et d'être dans l'amour. J'ai mis du temps, hein. Moi, donc, ce que je disais tout à l'heure, narcotique anonyme, mon Dieu, etc. Moi, j'ai des étoiles tatouées sur les genoux. Alors, avant de me mettre à genoux, ça me fait vraiment mal au cul, quoi. C'est ni Dieu ni maître, écrit en gros, quoi. Donc, leur programme de spiritualité, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la spiritualité, c'était pas un barbu en couche-culotte accroché sur une croix. Que c'était autre chose. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est rentré, en fait. Et j'ai commencé à faire la différence. Et maintenant, je suis capable. Mais à l'époque, ce que je suis en train de dire, moi, je mets l'amour partout dans ma vie maintenant, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est pour toi que tu le fais, en fait. Mais je le fais pour ma gueule. Ouais. En fait, c'est plus facile si quelqu'un qui arrive avec un téléphone, comme il y en a plein dans la rue. À l'époque, quand quelqu'un arrivait avec un téléphone devant moi, je me mettais exprès devant en disant, s'il me bouscule, j'en colle une. Connard, au final. Connard, cherche la merde. Et je sais comment ça va finir. Si je fais un pas de côté et que je l'évite, j'ai gagné. S'il me bouscule et que je lui dis pardon, c'est pas grave, 99 fois sur 100, la personne me fait ah non, mais c'est moi. Et un sourire en plus. Et donc c'est fini. C'est-à-dire que ça m'a donné, parce que c'est pas un réflexe naturel quand même. Quand je vois ce truc arriver, il faut que dans ma tête, je fasse l'effort de me dire non, tu ne le traites pas de connard. Non, tu ne fais pas ça. Je fais cet effort-là qui me demande 1 seconde et demie à peu près, et après je passe une bonne journée. Si je fais pas cet effort et que ça part en sucette, je sais comment se finit ma journée. Je ressasse. Ou ça se finit chez les Condés, ce qui est arrivé quand même plein de fois, ou ça se finit par des insultes et machin, et après tu les portes en toi. Ouais, et puis il m'a traité d'eux, et puis j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais gna. Et ça ressasse, quoi. Et je me pourris la vie, quoi. Et en fait, c'est plus simple de pas se pourrir la vie. En fait, c'est surtout tu te protèges justement de tout ce qui va pouvoir te réveiller en toi. Parce que c'est ça. C'est de la folie, ouais. Tu sais qu'il y a une folie qui va se réveiller. Ça part en sucette, quoi. Je n'arrive pas à être justement, pour parler de cette folie, est-ce que tu as l'impression de te souvenir, enfant, si tu avais déjà ça en toi, ou s'il y a quelque chose qui l'a déclenché, est-ce que tu as des souvenirs enfants qui auraient pu être comme des éléments précurseurs de cette folie? Ou est-ce que vraiment tu as subi des choses, tu as vécu des choses? Puisque tu dis, je consommais justement pour que la vie soit moins rock'n'roll, c'était trop douloureux. Alors, moi, et le bouquin que je viens d'écrire parle de ça, et rejoint ce dont on parle sur le pardon, c'est-à-dire que en fait, je pense que je ne peux me reconstruire que si je pardonne à tous. J'ai pas de problème comme ça comme je suis enfant. J'ai pas de folie. Moi, je vais être placé très très tôt, pratiquement à la naissance, je vais être placé chez une nourrice parce que mes parents s'en vont. Et je vais être élevé chez cette nourrice, après ils vont revenir, je vais faire des allers-retours, etc. Pourquoi ? Parce que ma mère, tous les deux, ils travaillent. Mon père, il travaille dans le cinéma, il va embarquer ma mère. Ma mère a des gros problèmes psy. Et donc, comme elle part en sucette tout de suite après ma naissance, ils se barrent et ils font le tour du monde. Okay. Ils se barrent tous les deux, quoi. Donc moi, je suis placé chez une nourrice, à l'époque, Tata, que j'appelle Tata, qui est une vraie nourrice avec une poitrine énorme, que j'adore. Sauf qu'il va se passer, ça va pas bien se passer. Et donc, elle a un fils qui est plus âgé que moi, il doit avoir au moins 50 de plus que moi. Et en fait, je vais me faire défoncer là-bas. De coups ? De tout. Je vais me faire défoncer, je vais devenir son jouet sexuel quand lui, ça va découvrir. Donc moi, je vais, toute mon enfance, subir ce garçon. Et donc, jusqu'à 11 ans, je reste chez eux. Je vais chez mes parents, hein. Enfin, je suis pas abandonné chez eux, mais je suis très souvent, comme ils travaillent beaucoup tous les deux, je suis très souvent là-bas.
Donc, va y avoir viol à répétition, va y avoir... Il a quel âge, lui, lui, il a 50 plus que moi. Donc, lui, quand ça arrive... Genre, il a 12, et puis, 12 surtout, ans quand les viols... En fait, moi, je me fais vraiment, au niveau sexuel, hein, je me fais défoncer entre 9 et 11. Donc, il en a 14, 15, 16, tu vois. Avant, c'est des violences et je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai compris petit à petit avec le temps, je pense qu'il est très jaloux que je sois admis dans cette famille. Bah oui, j'imagine. Donc, il me défonce. Et il va tout me faire. Quoi. Il a quelques problèmes aussi. Ouais, je pense, ouais, parce que en plus les viols sont vraiment avec des déviances, quoi. Donc c'est assez hardcore. Si tôt. Ouais, très tôt, ouais. À 11 ans, donc je n'en parle évidemment pas, puisque de toute façon, comme mes parents sont des gens qui sont absents pour moi. C'est ce que j'ai écrit. Vraiment, j'ai décortiqué ça dans le bouquin que j'ai écrit. Parce que, et d'une, ça m'a fait du bien, puis ça m'a permis de comprendre une trajectoire. Surtout que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, de la maltraitance. Ouais. Enfin là, c'est pas de la maltraitance, c'est de la... Comment on appelle ça ? En fait, moi, j'avais vu un avocat qui m'avait dit, ça s'appelle acte de torture. Et donc, à 11 ans, mes parents m'enlèvent de cette famille pour me mettre en pension. Ce qui est encore pour moi un autre acte d'abandon, puisque c'est encore pas eux qui s'occupent de moi, quoi. Et dans cette pension, à l'époque... donc on est, tu vois, moi j'ai 60 piges, donc quand j'ai 11 ans, c'est tout début des années 70. J'arrive dans une pension où en fait on sert de la bière sans alcool, soi-disant, aux enfants. Il y a des bouteilles de Valstar, et la bière sans alcool de l'époque, c'est 0,3. Ah, ouais. Et donc moi, du haut de mes 11 ans, je découvre, et c'est là où arrive ma toxicomanie, je découvre que si je bois la bouteille, je suis bourré. Ah putain. Et si je suis bourré, tout va bien. Donc en rentrant dans cette pension, comme je viens de passer mon enfance, parce que c'est ça aussi que j'essaye de développer, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu rentres dans un statut de victime. C'est-à-dire que je suis une victime. Je suis le mec qu'on baise, si on a envie, sans que moi j'ai d'avis à donner. Et ça devient aussi ma défense, et que tu peux me faire ce que tu veux, tu ne m'atteindras pas. Je me carapassonne à l'intérieur de tout ça. Et il se fait que qui que ce soit peut me faire ce qu'il veut, il ne m'atteindra pas. T'as trouvé donc, ton armure. Ouais, mais donc je deviens une proie. Oui, parce que je laisse cette porte ouverte. Tu réagis pas. Et le grand trouble, c'est que en fait, tu te dissocies complètement là. Je me dissocie, mais surtout c'est que je me construis comme étant, je pense de moi que je suis un pervers, évidemment. Puisque je n'attire que des sales types qui vont me baiser dans un coin de porte ou derrière une palissade. Parce que ça se passe aussi en pension. Ça va se passer dès que j'arrive en pension, évidemment. En plus, comme je suis un peu, on va dire, je sais pas pourquoi, libéré, je tombe très amoureux d'un autre garçon. Et dans la pension où je suis, qui est une pension de garçons, évidemment, on est les deux sales pédés. Et donc, lui, on se fera choper un soir après l'étude dans un préfabriqué. Lui, il se fera violer et moi, je me ferai défoncer. Donc les gens qui traitent de pédé, on est d'accord qu'eux-mêmes font des actes homosexuels, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils violent le mec, hein. Donc de toute façon, ils ont quand même bandé pour lui péter le cul, quoi. Donc, c'est ce qu'il nous racontait Stéphane avec les skinheads et tout ça, qui traitaient tout le monde de pédé alors que c'était eux-mêmes... Mais c'est ça. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même qui est ils n'assument pas leur homosexualité, donc ils projettent sur les autres cette violence. Oui, et puis c'est tout, surtout, c'est eux qui font l'acte, hein, ils subissent pas l'acte. Donc, il y a tout d'un coup, une virilité qui est, moi, je me fais pas taper dedans, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'on se demande comment ça peut arriver aussi. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu un mec qui me dit, lui, je le connais, c'est un pédé, pourquoi ? Je sais, je l'ai enculé. Très bien. Donc, je découvre qu'avec cette bouteille de bière, tout va bien. Tu ne ressens rien. Et donc, surtout, je me fais péter la gueule. Mon petit copain, lui, il va sûrement en parler à ses parents parce qu'une semaine après, il quitte le bahut. Moi, je dis rien. Donc, je continue de me faire péter la gueule. Et tout d'un coup, l'alcool me permet un jour de dire maintenant stop. Et le plus fort de la classe, je lui donne rendez-vous derrière les poubelles en lui disant maintenant, c'est fini. On va se régler nos comptes. Je sais que je vais me faire défoncer. Hein. Donc, on a rendez-vous derrière la cuisine au local à poubelle. Je finis la tête dans une poubelle, mais à partir de là, plus personne m'emmerde. Et donc, moi, je rentre dans la défonce. C'est ma porte de sortie. Et surtout, ça devient l'adulte que j'ai pas. L'adulte qui me protège, c'est la défonce. Et dès la 6e, je vais devenir pote avec les mecs de terminale qui, eux, fument des joints. Et dès la première année, alcool, donc j'ai 11 ans, alcool à donf et à tous les repas. Tu vois, il y en a midi et soir. Donc moi, tous les repas, je bois. Je deviens comme ça, hein, je bois 2 litres de bière. J'échange mes crèmes dessert contre la bière d'à côté. Je bouffe plus, je bois que de la bière, quoi. Personne ne voit rien. Et mes potes de terminale, on commence à fumer des joints.
Je commence à discuter, ils savent que ma mère est en psy. Je leur fais la liste des médicaments et je vais apprendre dès 11 ans mes usages des médicaments très très tôt, quoi. Et c'est la grande époque du Rohypnol, de tous ces médicaments qui font t'envoler, quoi. Donc voilà, pour finir Et donc mon addiction, elle arrive là, quoi. Et c'est ma porte de sortie. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé chez ma nourrice avec mon grand frère n'existe pas dans ma tête. Tu t'en souviens récemment, en fait? J'ai tout oublié. Et j'ai appris après, je rentre en état de sidération, et je vais rentrer en état de sidération jusqu'à mes 36 ans. Et un jour, je viens d'avoir mon deuxième enfant, je regarde la télé, une émission, je crois que c'est De la rue, une autre émission sur le viol, que j'en ai déjà entendu pourquoi ce jour-là? Celle-là? Tout revient. Tout revient. Comme Franek, si on a eu un invité comme ça, en regardant une émission. C'est ouf, hein. Tu as lu le livre de Christophe Tison, Il m'aimait? Non. Tu connais Christophe? Oui, en fait, et puis je sais, il y a plein de livres en ce moment qui sont sortis. Non, mais il est très vieux celui-là. Ah ouais, non. Non. Christophe, c'est quelqu'un aussi du programme, entre guillemets, et qu'on a invité, et qui vraiment justement, c'était un des premiers à avoir écrit là-dessus, mais il y a 15 ans. Et en fait, c'était ça, ce statut de victime qui a fait que finalement, il a dû mettre je sais pas combien d'années, et surtout grâce aux réunions, pour sortir du statut de victime. Exactement. Qui te permettait de consommer. Oui, c'est ça. Mais il a raison, il a complètement raison, parce que ce qui est très ambigu, c'est que, évidemment, le statut de victime ne te permet pas de pouvoir avoir réparation, puisque de toute façon, c'est toi le pervers, si t'es victime, c'est toi qui as cherché. Moi, je me suis fait violer par un mec quand j'avais 11 ans, qui m'a chopé à la sortie du métro, il m'a pas parlé, il m'a pas touché. Donc, et ça, j'étais pas en sidération, je m'en suis toujours rappelé. Donc, pour moi, j'avais qu'à dire non. Et à l'époque, c'est ce qu'on m'aurait dit. On m'a dit, pourquoi t'as pas dit non? Pourquoi t'es pas parti? Parce que je ne pouvais pas. Parce que c'était un adulte et que moi j'avais 11 ans et demi. Donc je pouvais pas. J'étais terrorisé, en fait. Mais ça, j'ai mis 50 piges à le comprendre, tu vois. Et est-ce que tu as réussi aussi à comprendre pourquoi ces choses-là étaient arrivées dans ta vie? Parce que je rentre dans un état de victime. Parce qu'en fait, j'attire ça. Tu veux dire que ça se voit, ça se ressent? Tout d'un coup, le prédateur ressent. Les prédateurs, ils sont pas fous. Ils savent très bien qui ils vont pouvoir choper. Et ils vont choper, en général, des mômes qui sont déjà abîmés. Parce que ces mômes-là, en plus, ce que moi je comprends avec tout ce que j'ai entendu, c'est que tu sais très bien que ces mômes-là n'iront pas, n'iront pas parler. Ouais, en plus. Donc, de toute façon, n'iront pas parler, vont porter la culpabilité. Ils ne sont pas cons, les prédateurs. Ils savent très, très bien. Et à partir de ce moment-là, donc tu commences à comprendre la violence, l'addiction. Enfin, tu commences c'est un espèce de. Mais surtout, je me sers de l'addiction. Je me sers et comme tu disais, après, je vais me servir de ah ouais, j'ai une vie tellement difficile, tellement malheureuse. C'est normal que je consomme. Et je me vautre je me vautre dans mon malheur en fait. Je laboure mon propre malheur pour pouvoir consommer. Bien sûr. C'est le truc complètement pervers et complètement démolissant, quoi. Et à quel moment, en fait, tu découvres les seringues, l'héroïne, ce monde-là Je découvre ça très tôt. Alors, je découvre ça assez tôt parce qu'en fait, moi, je vais me prostituer assez jeune. Donc, des vieux monsieur, on va pas se mentir, tu vois. Pour avoir... Ouais. Après, j'ai compris un autre truc en écrivant, c'est qu'en fait, il y a aussi un truc important dans l'acte de me prostituer. En fait, je me prostitue au départ complètement par hasard, je dois avoir 15 ans. Et en fait, derrière chez moi, il y a un mec qui travaille dans une épicerie qui me propose de me filer de la bœuf contre des faveurs. Super. De la bœuf gratos. Et voilà, et on fait le truc. Et puis, je vais rentrer dans une classe où il y a un copain homo qui me parle un peu de ça, qui me dit « Ah, mais à Paris, il y a des endroits, tatati, tatata. » Et je vais y aller. Et donc, j'y vais, j'ai 15 ans et demi. Et je tombe que sur des yeux, tu vois, qui ont des discours de merde, genre la beauté de l'enfant. Enfin bref, ce qui est assez drôle, et c'est marrant parce que c'est quand même toute une époque, ce qui est assez drôle, c'est que quand les keufs débarquent dans les quartiers, parce que c'est connu, c'est rue Sainte-Anne, rue du Dragon, c'est les rues de tapin de jeunes mecs pour yeuves, quoi. Quand les flics débarquent, c'est les jeunes mecs qui se barrent en courant. C'est pas les yeuves. C'est pas les yeuves. Non, c'est pas les clients. Ouais, c'est la prostitution qui est interdite. C'est pas d'aller baiser un môme qui est interdit, quoi.
Mais alors, ouais, c'est une époque. mais à quel Je te moment... parle de ça, on est en 81, tu vois. Donc c'est là que tu commences à découvrir ça. Et donc là, à cette époque-là, je bois, je prends des cachetons, je rêve de prendre de l'héros. Alors si j'en ai pris une fois, j'ai sniffé, mais je sais qu'on peut la shooter et tout. Moi, je suis attiré par ça, quoi. De toute façon, depuis quand? Depuis quoi? Je suis attiré par ça. En fait, le livre Moi Christiane F. Alors ce film me fait, mais je prends déjà de l'héros quand je le vois. Ah. En fait, il y a un truc. Mes parents ont des amis qui ont un jeune fils qui doit avoir 16-17 ans, qui a déjà une moto, etc. Et on va déjeuner chez eux un week-end. Et pendant que les parents on va dans sa chambre et là, poster, rock'n'roll. J'écoute les Stones pour la première fois. La claque, quoi. La claque. Le truc, Sympathy for the Devil et tout. Waouh, le truc. Ça sent le patchouli, il y a des foulards sur les machins. Et puis, il me raconte le rock'n'roll, les Stones, la drogue. Moi, ça y est, je commence déjà à picoler. Et je suis fasciné, quoi. Et je me rappelle, sur le mur de sa chambre, il y a une photo de Keith Richards qui est assez connue, avec du col, l'air défoncé, avec un chèche noir, une photo hyper connue, quoi. Et il me parle de junkie. Il me dit, ouais, les junkies, c'est ça, lui, c'est un junkie, nana. Et je fascine, quoi. Et en sortant de sa chambre, je regarde la photo et dans ma petite tête de gamin, je me dis, putain, moi aussi, quand je serai grand, je serai junkie. C'est un truc je tilte là-dessus, quoi. Et donc, je vais devenir ça. En fait, je vais construire ça. Et ça va être, puisque je m'estime être bon à rien, eh ben, je serai un bon junkie. Et donc, je vais tout faire pour être un bon junkie et je vais travailler ça. Être bon à rien, mais le faire bien. Je vais apprendre à shooter, je vais apprendre tout seul, quoi. Tu vois. Première fois, je me fais 11 trous, je travaille dans un salon de coiffure, dans les chiottes du coiffeur, je passe à travers et tout. Je persévère, quoi. J'arrête pas, quoi. Je suis la rigueur. Ouais, la rigueur. 8 trous. Bah ouais. Et là, tu penses pas au métier d'acteur à ce moment-là? Je pense à rien, je pense à me défoncer. Comment ça arrive alors? Alors, ça arrive parce qu'en fait... Déjà, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps où tu te shootes? Je suis vaguement à l'école. Ah ouais, tu continues quand même? Ouais, parce que je suis quand même je vais jusqu'en seconde, que je vais redoubler plusieurs fois, mais je vais quand même rester jusqu'en seconde. Et après, je me dis si, je pense assez tôt faire l'acteur, mais après la défonce. Moi, le truc... la première chose qui me tient dans la vie, c'est me défoncer, quoi. Bah, du coup, tu es heureux au début de ta vie. C'est exactement ça que tu voulais. Ah ouais, moi je prends tous les produits qui me tombent sous la main. Tout ce qui peut défoncer, je le prends, quoi. Les trucs les plus forts, surtout, plus que les... Si on m'avait dit que l'Ajax WC défonçait, j'en aurais pris, quoi. Je prends tout ce qui peut... Mais c'est quoi la recherche exacte à ce moment-là? Ne plus être là. Alors, dans l'histoire de la maltraitance, donc je découvre... 36 ans après, que ce qui m'arrive, nanani. Donc je mets enfin des mots. À partir du moment où je rentre dans... Et ça, je découvre, je consomme encore. Donc évidemment, je vais reconsommer encore plus. En disant, non, ça va pas m'aider, quoi. Victime. Et puis, bien sûr, et ce que je disais tout à l'heure, je vais labourer mon malheur, quoi. Donc, je me rappelle de ce qui m'est arrivé, c'est tellement horrible. Voilà. Et... Après, il n'y a pas longtemps, j'ai un trouble. Par exemple, tu vois, pendant tout cet état de sidération, avant que tout me revienne, j'avais un trouble. Je savais quelque chose de pas net, de pas clair. Je savais que qu'il y avait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Comme là, j'ai su pendant très longtemps qu'il s'est passé avant ces 9 ans. Bon, je savais qu'il me tapait, je savais qu'il m'attachait à des arbres la nuit, je savais qu'il m'enfermait dans les poubelles, enfin des trucs assez violents. Ça, je le savais. Et depuis longtemps, en fait, j'ai fait des recherches maintenant avec l'abstinence. J'ai beaucoup travaillé en faisant de la méditation, en voyant des psys, en faisant de l'hypnose, en faisant des trucs comme ça. Et puis j'ai fait j'ai fait un truc bizarre. Pendant plusieurs fois, j'ai fait des massages chamaniques avec une nana. Mm-hmm. Et le dernier massage qu'elle me fait, c'est elle pose ses mains sur mes fesses. Et là, apparaît l'image du père, donc du mari de ma nourrice, en gros comme ça, et je me mets à pleurer comme une madeleine, quoi. Et je comprends pas. J'ai cette image. Je sais pas ce qui se passe. Je pleure. Ça passe. Et depuis, j'ai une image de la cour ils habitaient dans un pavillon et de la fenêtre dans laquelle on dormait quand on était enfant.
Et donc, je me dis, il faut que j'aille voir ce qui se passe derrière la fenêtre. Je sais qu'il se passe quelque chose. Donc, je fais plusieurs séances d'hypnose et me revient un truc. Donc, je n'arrive pas à aller plus loin. Mais ce qui me revient, c'est que quand je suis dans cette chambre, je dois avoir 4 ans, je me tourne vers le mur et là, tout me revient exactement. En fait, je me tourne vers le mur, je me mets hyper près du mur et quand je vois un petit trou, une fissure, je rentre à l'intérieur. Et le monde n'existe plus. Je me laisse le monde derrière moi. Donc tout ce qui peut se passer de crado n'existe pas, je suis dans la fissure. Et la défonce, c'est ça. C'est la fissure. C'est ne plus être au monde. C'est-à-dire à 4 ans, en fait, tu avais déjà cette Je volonté rentre dans une fissure d'extraire. parce que je ne veux pas voir ce qui se passe de dégueulasse. Et donc, je vais continuer ce chemin-là. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est trop violent pour moi. Et tu crois qu'il faut tout savoir? Qu'il faut Non. tout retrouver? Par exemple, tu vois, ce qui est important, c'est de savoir, parce qu'après ça, cette histoire de fissure, je la garde toute mon enfance. Je passe des journées entières, le nez contre un mur, mais au moins je suis plus là. Je suis protégé dans ma fissure. Et donc, après, ce qui se passe réellement dans la chambre, j'ai pas besoin de le savoir. Je m'en doute. Pas besoin de, tu vois, d'aller plus loin. Tu veux dire que le père était tout aussi tordu que le fils? Je pense qu'il y a des... Pour que le fils soit aussi tordu, peut-être quand même que ça vient de quelque part. Et après, j'ai pas d'accusation à porter, j'ai pas de... J'en sais rien. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi. T'as pas besoin d'aller j'ai pas besoin accuser de le savoir. non plus. En fait, je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui a été important, tout d'un coup, de comprendre cette fabrication de la fissure m'a aidé à comprendre mon chemin dans l'addiction. Parce que c'est une fissure. L'addiction, pour moi, est une fissure. C'est ne plus être au monde. Donc, évidemment, de prendre des produits de plus en plus forts. Ce que je te disais tout à l'heure, quand je rentre en substitution, j'arrête l'héros, je rentre en substitution. Programme de substitution, normalement, c'est de rentrer dans un programme pour diminuer. Qui est-ce qui t'amène à ça, d'abord? Comment est-ce que tu décides de passer? Quand j'arrête l'héros... T'es déjà acteur? Ouais, je commence à tourner un petit peu, je fais un peu des merdouilles, enfin voilà, je fais des trucs. Donc t'as quand même réussi à rentrer dans le milieu? Ouais. Et d'ailleurs, il y a une époque, je vais commencer à tourner beaucoup à TF1, commence à bien marcher, et évidemment, je me crame, je suis sur une série où je tourne pas mal, ça fait genre 1 an et demi que je tourne, et évidemment, je vais shooter dans les chiottes, je sors avec la seringue entre les dents, et qui je croise? Le producteur, j'ai plus jamais tourné. C'était quoi cette série? C'était un truc d'Abderricquer qui s'appelait... comment ça s'appelait? Pas genre Love Story, mais un truc un peu niais, quoi, tu vois. Mais c'était super, je bossais, quoi. Puis j'ai bossé avec des super réals et réalisatrices. Mais tu t'aperçois que tu sais jouer... Genre, on revient juste un peu en arrière, tu t'aperçois que tu sais jouer sans faire d'école, sans rien ou Si, je fais une école. Ok. Ah oui, non, je fais une école. Ouais, on a zappé l'école. On va passer ça, parce que de toute façon, mais oui, je fais une déjà école, riche. Ouais. Ok, je fais une école après, en sortant de seconde, je vais un peu à l'école du cirque. Je vais apprendre un peu à marcher sur un fil et tout. C'est ma grande époque amphétamine. Donc, je fais des horaires de ouf. Et après... Alors, pour vous qui voulez marcher sur un fil, ce n'est pas obligatoire d'être sur non, c'est pas sûr. amphétamine. Sur Non, ni pour la danse. Les amphétamines, ça fait perdre un peu l'équilibre. C'est pas terrible, quoi. Donc, on en est où? On en est que le programme de TSO, de traitement de substitution d'opiacés, comment ça commence? Moi, j'arrête l'héro et je me mets au néocodion. À l'époque, que maintenant c'est interdit, hein, je sais même plus si ça se fabrique, c'est des médicaments antitussifs, t'as pas connu? Non. Néocodion, c'est des boîtes de vin, je crois. À la base, c'est c'est contre la toux? C'est contre la toux, c'est un truc à la codéine. Tu vois, c'est des cachetons à la codéine. Donc tu passes à ça, mais je veux dire pas avec un médecin, je veux dire toi tout seul. Ah non, comme un grand. Sauf que je bouffe 8 boîtes par jour, quoi. Donc je me mets 160 cachets dans la gueule. Donc j'ai le foie. Et puis, parce que l'héros, je me suis quand même chopé, je sais pas pourquoi, je chope pas le sida. Oui, parce que moi, je fais quand même la grande des années 80. Hein. Ouais. Moi, j'ai shooté... je shoote dans des cités où il y a une pompe pour l'immeuble qui est planquée dans l'ascenseur, là, dans la petite rainure de l'ascenseur, on réaiguise l'aiguille sur un grattoir à allumettes, quoi. Et tout le monde consomme, en fait, à cette époque-là? Toute la cité, parce qu'en fait, le dealer, il est en bas de la cité. Donc, t'achètes ta cam, tu rentres dans l'ascenseur, tu vas à la cave, tu shootes, tu remets ta pompe, qui étaient les pompes en verre anti-polio de l'époque, avec les pistons qui... Tu vois, c'est du hardcore, quoi.
J'imagine que tu as perdu du monde pendant cette époque. Plein. Le taux de survivants est très, très, très réduit, quoi. Moi, je sais, j'ai un cul de ouf. T'as rien chopé? Si, j'ai chopé toutes les hépatites qui peuvent exister, quoi. Je me suis fait la B, je me suis fait la C. Je me suis fait... En plus, c'est l'époque où la C, on l'a soignée à la chimio, donc je me fais 2 chimios avant que ça marche. Tu vois, j'ai le foie déglingué. Ouais, après, ça va, hein, je me porte plutôt bien pour 60 piges, mais j'ai le foie déglingué, j'ai les reins qui marchent plus. Enfin, tu vois, j'ai quand même des petits tracas, quoi. Mais ça va. 60 piges? Ouais, je viens de les avoir. Ouais. Alors, c'est vraiment vrai que l'héroïne, ça conserve. Ouais, on peut dire ça. Ou la bière, je sais pas. Non, mais c'est vrai que j'imaginais beaucoup moins. Et ok. Et donc, je me flingue le foie avec ces 160 cachets par jour. Et on sait que... Parce que pendant très longtemps, la méthadone n'était prescrite que par des centres avec obligation de prise de produit sur le lieu. Donc, évidemment, on ne veut pas y aller. Truc casse-couille, quoi. Aucun junkie veut faire ça, quoi. Donc, tu as quelques médecins dans Paris qui sont connus, hein, qui donnent du Temgesic. Il y en avait un, je me rappelle, porte de Clichy. Il habitait au 6e étage. Il faisait les ordonnances de Temgesic genre 2 fois par semaine. Il y avait la queue jusque sur le boulevard, quoi. Tu arrivais à midi, tu passais à 18h. Et donc, ça gueulait et tout, évidemment. Mais c'était un médecin qui disait, qui était un des précurseurs de la substitution à l'époque, qui était quand même... La France, c'est dur, quoi, tu vois. On veut bien les aider, mais pas trop, mais un peu, mais pas complètement. Enfin, comme il y a toujours ce discours chez nous un peu... Pas choquer l'autre partie. Ouais. Tu vois, on veut bien aider les junkies, mais il faut pas que ça dérange les autres. Salle de shoot à Paris, il y en a toujours qu'une. Et les 4 autres qui ont été votés en construction, ça s'est arrêté parce qu'il y a des conneries de fête, de trucs, de machin. On est la seule capitale d'Europe à avoir une salle de conso. Et surtout, tu me disais qu'en fait, le programme de substitution, à la base, il était soi-disant fait pour pouvoir décrocher complètement. Le discours, c'est de dire, d'accord, on accepte, hein, quand ça arrive, la substitution de façon, on va dire, un peu plus... élargie. C'est quand même merveilleux d'avoir un traitement de substitution. C'est génial. Ça, c'est merveilleux. C'est génial. Qu'on n'a pas pour la cocaïne, qu'on n'a pas pour d'autres substances. Le nombre de copains et de copines à qui ça permet de sortir de la rue, quoi. Ouais. Il y en a qui restent toute leur vie, donc c'est ça. Hein. Et alors, le grand discours au début, donc fin des années 80, début des années 90, de la substitution, c'est de dire, OK, alors on aide les toxicos à sortir de la dépendance pour aller vers de la non-consommation. Or, ce qu'on sait maintenant, et surtout avec les autres pays qui ont un peu plus d'avance que nous, la Suisse, les pays scandinaves, etc., c'est qu'il est admis que ce sont des traitements à vie. Ouais. Et que pourquoi pas moi, pour que les gens comprennent, on peut vivre normalement avec une petite dose. Mais si ça se trouve, ton banquier, il prend du Subutex. En fait, on croit que l'héroïne, il en prend 0,3, mais il est sous Subutex parce que peut-être qu'il a eu une période dans sa vie où il a pris de la cam et que ça l'a aidé à sortir de ça et que grâce à ça, grâce au Subutex, il est devenu banquier. Alors, c'est peut-être pas mon rêve ou notre rêve, mais... Ça peut... je connais des gens, j'en connais. Mais il y a plein de gens qui... En fait, le nombre de gens qui sont sous substitution, c'est beaucoup plus impressionnant qu'on ne l'imagine. Oui, c'est ça. Et c'est admis, sauf que c'est admis à moitié, quoi. Donc, le grand truc, c'est de faire croire à tout le monde que non, on va arrêter. Arrêter la substitution, c'est un enfer. C'est un enfer. Et tous les gens, moi, que je connais, qui ont essayé... Alors, moi, quand j'ai voulu arrêter, je suis allé sur le forum de Hénin, je suis allé... Alors, j'ai entendu 2 trucs. Il y avait des médecins miracles à Tel Aviv qui te faisaient décrocher à l'Iboga ou je sais pas quoi. On a eu Douli, elle a fait ça. Elle l'a fait? Ouais. Ça a marché? Bah oui. Ah, cool. Elle est partie enfin, je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'était en Israël. Moi, j'avais entendu parler de ce truc-là. C'était un médecin en Israël. Moi, à l'époque, non, mais c'était pas du tout l'Iboga, c'était une espèce de truc, c'est presque une opération. Quelque chose dans le cerveau, quoi. Enfin, je sais pas, je dis l'Iboga. Enfin, elle nous a pas tout dit. Des trucs. Sinon, il y a un autre truc qui s'appelait, que m'avait conseillé l'ENA, c'était la méthode chinoise. Enfin, ils appellent ça la méthode chinoise. Donc, en gros, tu prends ton traitement de 2 mois ou d'un mois, de 2 mois, que tu mets dans une bouteille. Et à chaque fois que tu prends ta dose du jour, tu la remplaces par de la flotte. Ce qui fait que dans 3 mois, tu prends plus que de la flotte. Oh. Ce qui était l'idée. J'ai été assez sceptique. Et puis, alors, le truc... Cette méthode chinoise, elle marche si tu arrives à des doses très basses. Puisque, en fait, donc l'idée quand même
qui continue à persister est de dire, tu rentres en programme de substitution après un long parcours dans l'héros à une certaine dose, et petit à petit, le travail avec les psys, les addictos, qui sont en général dans des XAPA, c'est de réussir à arriver à des doses vraiment assez basses, je sais pas, tu peux commencer à des 60 ou en méthadone quand c'était en sirop. D'ailleurs, ils ont arrêté le sirop, hein, c'est une catastrophe. Wow. Catastrophe, le sirop. Hein. Pourri les dents, pourri tout. Voilà. Donc maintenant, ils les ont mis en cachet. Et tu sais pourquoi c'est en sirop ? Pour pas que ça se shoote. C'est pour ça qu'ils l'ont foutu en sirop. Mais, comme dirait mon copain Émile, qui lui a pu avec une dent, il me regarde avec un petit œil un peu... il me dit, tous shoot. Émile, non, s'il te plaît, pas ça. Le sirop, pourquoi pas ? C'est liquide, c'est hardcore quand même. Enfin bon, bref, blague à part. Mais c'est ça l'idée, quoi. Comme mettre de l'amidon, en fait, ils mettent de l'amidon dans les cachets pour que tu ne shootes pas. Mais tout se shoot. Là, il a raison, Émile, tu y arrives, quoi. Donc c'est toujours ce truc, enfin, il y a un truc un peu faux d'air, je trouve, là-dedans, quoi. Et donc, le discours, c'est de dire, OK, on va diminuer, et quand on arrivera à une dose stabilisée, qu'en général peut être à 5 mg ou dans des trucs comme ça, on peut commencer cette méthode chinoise. Moi, le problème que j'ai, au bout de 25 ans de substitution, c'est que au lieu d'avoir diminué, j'ai augmenté. J'ai pas réussi à... Je ne peux pas faire ça. Quand j'ai arrêté de boire du jour au lendemain. Alors, j'ai un peu été pas bien au début, mais j'ai arrêté de boire. Quand je décide d'arrêter la TSO, donc moi, je suis passé... T'as déjà arrêté de boire à ce moment-là ? J'ai arrêté de boire depuis plus de 7 ans. Depuis 6 ans. C'est là où tu es en train d'écrire aussi ton film, à ce moment-là. Ça va être à ce moment-là. On va se mettre à écrire. En fait, tout arrive un petit peu en même temps. C'est-à-dire que ton fils, déjà. J'arrive, j'ai un nouvel enfant. Ouais. Et je sens que ça va partir en sucette avec sa daronne, qu'elle est en train de se barrer. Et moi, mon grand truc quand même, c'est que j'ai commencé à consommer, j'avais 11 piges. Là, quand le petit il arrive, j'ai 53 balais. J'ai consommé toute ma vie. Et ma hantise, qui est encore ma hantise de maintenant, et je pense que c'est ça qui me permet de continuer à être sobre, je ne veux pas mourir junkie. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie entière à consommer. C'est le truc qui est le plus important pour moi. Je veux mourir clean. Et je me dis, s'il y a un enfant qui arrive, avec les problèmes qui sont en train de se dessiner avec la daronne, si j'arrête pas maintenant, je le ferai pas. Ce sera trop tard, le petit sera là. Je sais que je vais en chier quand même, quoi. J'ai déjà arrêté l'héros plein de fois. Tu manges un peu ta mère, mais ça dure 5 jours l'héros, hein, ça va. Pas très compliqué en fait. Enfin, pas très compliqué. Ça se fait. Ce qui est un enfer, c'est d'arrêter. Donc moi, je finis, comme le Subutex me défonce les reins, ils me mettent sous Skenan, enfin sous Moscantin, qui est la même chose, c'est un sulfate de morphine. Et évidemment, je ne prends pas les doses prescrites. Donc, je vais être au-dessus de ce qui est les conventions autorisées et je me retrouve à 500 mg de Skenan par jour. Dangereux. Quand je décide d'arrêter. Non, pas dangereux, je vis très bien. Moi, je le vis très bien. Hein. Franchement, je le vis très bien. Je bois plus, je suis dans le programme, je suis à Donf, tout va bien. Mais je sens quand même que quand je le prends pas le matin, parce que je l'oublie, à midi, je suis défoncé. Donc quand même, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et puis, il y a cette hantise, quoi. Donc, je décide d'arrêter. Mon médecin me dit, et l'addicto me dit, ne fais pas ça. Trop violent. Trop longtemps. Ça va être un traumatisme pour le corps. Il ne faut pas faire ça. Il faut diminuer. Et moi, ça fait des années que je suis avec elle. Je lui dis, Christine, tu déconnes, tu me connais. C'est comme si, quand j'avais voulu arrêter de boire, tu me demandais de boire un pack par jour, quoi. Impensable. C'est soit tout, soit rien. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer. T'as arrêté de fumer aussi ? Ouais, j'ai arrêté de fumer. Je fumais 2 paquets et demi de clopes par jour. Je vais pas fumer 5 clopes dans la journée. Je sais pas faire ça. En fait, je ne sais pas faire ces choses-là. Mais tu sais arrêter en tout cas. Alors, la seule chose que je sais faire, c'est arrêter. Et ne pas prendre la première clope, la première... Terminé, quoi. Et donc, je lui dis, on en parle un petit peu. Et donc, on cherche. Et puis, on cherche et on n'a pas d'exemple. Parce que dans le XAPA où je suis, personne n'a arrêté. On a vaguement des liens de quelqu'un qui a arrêté, mais qui consommait depuis 6-7 ans et qui était à des doses très, très basses, tu vois, qui devait prendre 5 mg de méta par jour. Donc, on n'a pas d'exemple, quoi. Et je lui dis, écoute, je le fais. Je le fais quand même. Donc, on met tout un protocole autour.
Donc, d'examens médicaux, de trucs, de machins. Et puis, le 19 décembre 2017, je m'enferme avec un pack d'eau, un flacon de Laroxy et j'embarque. Et j'embarque dans le truc, quoi. Et là, Seul? Ouais, tout seul. Ma meuf, à l'époque, qui donc est enceinte, c'est pas prudent qu'elle reste, va faire une retraite méditative et elle se barre 15 jours. Et d'après ce que j'ai pu glaner sur les réseaux, les trucs, les machins, je sais que ça va être plus long que le manque de l'héros. Parce que ce que j'apprends, c'est que en fait, c'est la durée. Ça rentre pas dans les ça rentre pas dans les cellules de la même façon que l'héroïne. C'est-à-dire que l'héroïne va rester sur le noyau de la cellule, alors que les buprénorphines rentrent à l'intérieur du noyau. Wow. Et donc c'est plus permissif et ça va durer plus longtemps. L'héros, c'est 5 jours. On se dit, ça va durer 4 jours. Ça va durer 2 semaines. Ah ouais. Un peu plus du double, 2 semaines. Et sur des forums c'est ce que j'entends. J'entends, ouais, des petits 15 jours, des trucs, des machins. Il y a des forums, donc. 4 mois. Ah putain. Je me tape 4 mois de queue-ment. Je perds 15 kilos. Je perds la vue. Je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Et je vais mettre 5 ans à m'en remettre. Je vais avoir 2 ans de diarrhée. Je vais perdre des sels minéraux. Alors, heureusement, je suis hyper entouré. Donc j'ai ce médecin, je vais voir un éthiopathe, je fais des examens hyper régulièrement. Jamais tu te dis c'est pas grave, je reprends, jamais. Non, parce qu'en fait quand j'ai commencé, je me dis si je recommence à zéro, ça va être l'enfer. Ouais, tu veux plus. Parce qu'en plus comme on ne sait pas. Oui, que ça va durer tout ce temps. Comme on ne sait pas, on se dit au bout de 3 semaines. Ça va aller. Bon bah ça ira mieux dans quelques jours. Le plus dur est passé. Puis, voilà. Et puis non, toujours pas. Et puis toujours pas. Et puis toujours pas. Puis à ce moment-là. La meuf avec qui je suis, qui est quand même en fin de grossesse, évidemment, ça pulvérise. Notre relation qui était déjà en train de partir en couille, ça la pulvérise, évidemment. Évidemment, hein, parce que je suis plus là pour elle, du tout. Mm-hmm. Je suis une épave, quoi. Tu travailles plus? Je vais pas travailler pendant 4 mois, je vais travailler 2 jours, mais comme ça, quoi. Et tu vas toujours au AA parce que t'es en... Je peux même pas. Les 2 premiers mois, je ne vais pas en réunion, j'y arrive pas. J'habite au 4e étage à Clamart. Je descends. J'arrive en bas, je transpire tellement, ça coule dans mes bottes, quoi. Ça coule dans mes bottes. Et on est au mois de février. Tu rebois jamais? Je ne rebois pas. Et en fait, le truc qui m'aide, c'est que j'ai mon parrain et des amis, et on s'appelle. Et il y a Max, avec qui on commence à écrire les héroïques. Alors Max, c'est le petit ami de ta fille, c'est ça? Maxime Roy, avec qui on écrit les héroïques, qui réalisera les héroïques, que moi j'ai connu parce que c'était le mec de ma fille. Alors on va pas refaire toute l'histoire, mais à la base ça devait pas être ça, ce film. Hein. C'était une histoire sur mon père. Sur ton père. Ouais. Donc je pensais quand tu parlais aussi de maltraitance, vu qu'on voit la dureté de ton père dans ce film, je pensais qu'il y avait aussi ce rapport. Mon père était un homme ultra violent. Ouais. Ça a été hyper donc il y a ça aussi, très très compliqué. Joué par Richard Bohringer, incroyable, incroyable. Et donc il est mourant. Lui, il a fait des vidéos de lui en fin de vie. Toi, tu penses qu'on va faire un film avec ça, et puis finalement ça prend pas. Moi, au départ, je demande à Max. En fait, mon père, quand il va mourir, il chope le crabe à 67 piges, fumait les clopes comme un pomplard. Il appelait ça les cigarettes, il appelait ça des clous de cercueil. Ouais, sympa. Voilà. Et son grand discours, c'était ouais, moi la mort, j'emmerde. Grande gueule, tu vois, grande gueule, quoi. Il a fait moins le malin à la fin, mais on raconte pas le film. Non, je te raconte pas le film. Donc lui, mon daron, il fait, quand il apprend qu'il a le crabe et qu'il va calancher, hein, il a des métastases de partout, c'est cuit pour lui, il me demande de lui apporter une caméra et un micro. Et il va s'auto-interviewer et il va me laisser 7 cassettes d'1 heure où il raconte son parcours. Avec un truc assez flagrant, c'est plus la maladie avance, plus il est dans le déni. Plus il va guérir. Il croit qu'il guérit. Il commence en sachant qu'il va mourir. Et quand la maladie avance, il pense qu'il va guérir. Alors ça, c'est une autre histoire. Peut-être ce film existera. Mais donc, toi, d'ailleurs, finalement, Maxime te dit... Donc non, moi, je montre ces cassettes à Max en disant, je veux faire un docu avec ces cassettes sur mon daron. Et Max me dit, mais moi, le docu, c'est pas mon truc. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment t'en parles. Et on fait un film. Voilà. Et on écrit les héroïques. En fait, ça part de là. Et il y a d'abord un court-métrage qui s'appelle Beautiful Loser. Et pareil, vous pensez qu'il faut revenir au film. Et en fait, en faisant le long, tu te rends compte aussi que c'est le court qu'il faut continuer, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on écrit des héroïques,
Il y a un moment donné, tout bascule, comme souvent. Hein, donc, on a une aide du CNC, on trouve un producteur qui nous finance pour continuer d'écrire et tout. Enfin, tout se passe super bien. Et pendant l'écriture, ils nous disent faites une scène du film pour qu'on regarde comment ça se passe entre vous, comment ça tourne, et on cherche des financements. Et nous, ça nous pète les couilles, on n'a pas envie de faire une scène du film, et on se dit, on va faire un court-métrage. Sauf qu'on ne veut pas faire un court-métrage avec Richard, qui est fatigué et tout, on va pas l'emmerder pour tourner à l'arrache 4 jours. Et comme moi, je viens d'avoir ce bébé, puisque c'est la suite de ce dont on parlait là, de ma sortie de TSO, je me retrouve, j'habite vraiment dans une cave pourrie, enfin c'est vraiment une période assez difficile, et j'ai ce bébé, et un jour, complètement par hasard, en fait, je berce le bébé sur un champ tibétain bouddhiste, et Max filme avec son portable, et il dit, alors qu'on vient d'écrire une histoire qu'on a lue, qu'on trouve nulle, etc. Et quand je me rassois à côté de lui, on regarde et on fait, c'est ça le court-métrage. Et donc, on fait le court-métrage Beautiful Loser de ce personnage Michel, mais avec un bébé, alors qu'on a écrit un film de Michel avec le père. Et quand on revient au film, une fois qu'on a fait le court-métrage, tout le monde nous dit pourquoi vous n'avez pas gardé le bébé? Le père et le bébé. Et donc c'est surtout qu'il y a toutes ces générations. Tu as les 2 fils, toi, ton père. Il y a beaucoup de mecs. Beaucoup de mecs. Une histoire de mecs, ouais. Est-ce que c'est le film qui a servi ta vie? Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est ça qui te tient aussi beaucoup debout. Ou est-ce que c'est ta vie qui sert le film le les plus? Deux. En fait, c'est ça. C'est une auto-béquille, quoi. On se tient l'un et l'autre. Et puis, c'est la rencontre avec Maxime. Moi, ce que je trouve complètement fou, là, on est dans le film, c'est vraiment que... Il a été très douloureux à regarder pour moi. Je l'ai vu il y a très longtemps et je viens de le revoir pour t'interviewer. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je veux dire, quand il est sorti, quoi. Il y a combien 3 ans 3 ans, ouais. Et en fait, c'est de voir... Maintenant que je sais que c'est ta vie, en plus, c'est encore plus fou pour moi, c'est de voir des moments où je me dis, moi-même, je me rappelle me dire, ça suffit, finissons-en. Est-ce que t'as pas envie juste de mourir? Parce que c'est genre, t'habites dans une cave, elle prend l'eau, t'as un bébé, t'as ta meuf qui te quitte, t'as pas de boulot, t'as ton père qui te hurle dessus que t'es une merde. T'es là et t'es tout maigre. Enfin, il y a rien. Il y a pas un truc auquel se raccrocher. Moi, je veux savoir pourquoi l'homme, à ce moment-là, ne se fout pas en l'air et décide au contraire de se sauver la peau, quoi. Parce qu'il a toujours la foi. Il y a la foi, toujours. Et la foi que quoi? Que ça sera mieux plus tard? Ouais. C'est quoi? Que la vie, la vie, et c'est ce qu'on a essayé de vous dire, de dire dans ce film, c'est que la vie, il n'est jamais trop tard pour la vie, quoi. Il n'est jamais trop tard pour la vie. Même si je dois mourir demain et que si le dernier jour, j'arrive à faire un truc, j'aurais gagné ça. Quoi qu'il arrive. Enfin, moi, on est vachement... D'ailleurs, et la preuve, c'est que il va s'y remettre, en fait. Et que peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Oui, mais sauf que là, on n'est pas dans un fond, on touche le fond, on est dans des abysses. On croit qu'on touche le fond, et il y a plus profond que le fond. Mais chacun son fond. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que toi, ton âme, ton incarnation sur Terre, elle était vouée à moi, supporter mon fond, énormément. Il a été assez profond. Waouh. Et il y a même des fois où j'ai pris une pelle pour le creuser, tu vois, pour y aller encore un peu plus, quoi. Donc, il a été... Mais c'est ça qui m'a permis de mettre un coup de pompe au fond du bassin et de remonter. Si j'avais pas trouvé mon fond, peut pas arrêter. Je serais resté au milieu. Et là, je serais en train de mourir, de me violasser de la vie, quoi. Ce qui m'a fait descendre... Et c'est ça qui est le paradoxe, c'est qu'en fait, descendre tout au fond, c'est un appel à la vie. Bien sûr. Parce qu'il y a un moment donné, c'est la seule solution pour remonter. C'est d'aller tout au fond. Exactement. Et on le sait, on le dit dans le programme, il faut toucher son fond. Et moi, je vois des amis qui viennent, qui rechutent, et on essaye de les aider. Et il y a plein de moments, on se dit, ils n'ont pas touché leur fond. Attends, tu parles du programme, ceux qui nous écoutent, on en a beaucoup entendu. Non, mais ils en ont beaucoup entendu parler. Ou narcotiques anonymes, donc on sait. Mais... Non, mais ils en ont beaucoup entendu parler. Mais juste pour revenir à quelque chose, parce qu'il y a une scène vraiment incroyable où il y a une jeune fille qui arrive, qui est enceinte et qui s'en va. Et tu la rattrapes et tu lui dis, au début, j'arrivais pas à faire 24 heures, je faisais 2 heures. Je me levais le matin, je me disais, vas-y mec, tisse pas jusqu'à 10 heures du mat. Toutes les 2 heures, tu découpes. Et ça marche. Si moi, j'y suis arrivée, pourquoi tu n'y arriverais pas? On est arrivé ici, il n'y en a pas un pour qui ça marchait. 2 putains d'heures, c'est quoi 2 putains d'heures? Donc, qu'on comprenne bien le fameux programme, entre guillemets. Donc, c'est un programme des Alcooliques Anonymes qui a été créé dans les années 50. Voilà, j'en ai beaucoup parlé. 30. Qui marche... Ah ouais? Les années 30 aux États-Unis. Je pensais que c'était 50. Et donc, ça marche en 24 heures, parce qu'on se dit juste pour aujourd'hui. Moi, comment est-ce que ça fonctionne? Je ne consomme pas aujourd'hui. Et tu penses encore ça aujourd'hui? Ça fait 14 ans que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Il n'est pas question que je prenne perpète.
Moi, je prends pas Et perpète. tu penses pas à demain, jamais. Tu te dis jamais je consommerai plus. Mais à demain, si, je me dis, je vais pas consommer aujourd'hui, il y a assez peu de chances que je consomme demain. Mais je ne me dis pas, j'arrête de boire toute ma vie. Ouais, jamais. Non, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai pas envie de prendre perpète, quoi. J'ai pas du tout envie de me dire ça. Il est très probable que j'aille jusqu'au bout. Et je le souhaite, mais j'ai pas envie de me le dire. Parce que ce qui m'arrange, et puis j'ai découvert un autre truc, c'est qu'en pratiquant donc ce fameux programme, moi je me suis mis à méditer. Maintenant, je vais dans un monastère bouddhiste, et c'est exactement la même chose que dans la pensée bouddhiste, c'est ici et maintenant. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Demain, ça n'existe pas. Puis quand on a vécu ce que tu as vécu, en même temps, tu peux avoir peur de rien. Alors moi, j'ai peur que d'une chose. C'est quoi? J'ai très peur d'une chose, de moi. La seule chose qui me fait peur au monde, c'est ma tête. Ta tête. Il y a des endroits dans ma tête, il ne faut pas que j'y aille tout seul. C'est pour ça que je vais en réunion. Je vais en réunion pour ne pas aller tout seul dans ma tête. Il y a des endroits qui sont trop dangereux dans ma tête. Il y a quelque chose qu'on voit bien dans le film, et ça, c'est important que les gens sachent, parce que s'ils ont besoin d'aide, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la solidarité, l'entraide. On voit à un moment donné, quand tu te fais inonder, t'as plus rien, t'as des gens de réunion qui vont venir pour t'aider à sortir ton matelas, ton truc, alors qu'on se sent tellement seul quand on consomme. Exactement. Mais ce qui est génial, tout d'un coup, d'arriver dans des... Quand tu consommes, tu crois que tu es seul. Tu crois que tu es un tordu, tu crois que tu n'as pas de volonté, tu crois toutes ces choses-là. Tout d'un coup, tu vas arriver dans un groupe où tout le monde va te dire nous pareil. Et en fait, ça n'a rien à voir avec une histoire de volonté, c'est juste, ça s'appelle une maladie, l'alcoolisme. Hein. L'addiction est une maladie, c'est un problème dans le cerveau de connexion entre des synapses qui ne se font pas. C'est pour ça que, pour que cette connexion qui ne se fait pas ne puisse pas se mettre en branle, je ne consomme pas la première bulle du premier verre, je ne prends pas la première ligne, etc., etc. C'est déjà assez difficile comme ça, déjà, sans consommer la vie. Ouais, exact. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Si j'ai un problème et que je consomme, j'ai 2 problèmes. Donc voilà, c'est clair, quoi. Et tout d'un coup, on va rencontrer des gens qui sont bien portants, bienveillants, heureux de ne pas consommer. Et tout d'un coup, tu te dis, putain, mais... Parce que moi, la première fois que je suis allé là-bas, je me suis dit, je vais tomber sur des sous-lots qui puent de la gueule, éclairés au néon, ça va être l'enfer, quoi. Et je me rencontre des gens, on se marre, qui sont sympathiques, qui sont heureux de vivre abstinent. Parce que c'est ça, le truc. Si c'est vivre sans consommer pour bouffer des cailloux toute la journée, laisse tomber, quoi. Mais si c'est pour vivre mieux que quand je consommais, là, ça vaut le coup. En fait, quand on te voit, et que moi j'ai vu le film, et puis que j'imagine que ceux qui te connaissaient avant, enfin, j'imagine que c'est 2 personnes totalement différentes. Moi, quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, j'avais tout perdu. Mes enfants voulaient plus me voir, ma meuf m'avait mis dehors, j'habitais dans un garage, j'avais tout perdu. J'ai tout retrouvé 1000 fois mieux. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui souffre encore de ça et qui peut-être a tout perdu? Viens en réunion. Pour toi, c'est la solution? Pour moi, c'est ma solution, parce que tout d'un coup, on est entre personnes qui ont vécu... Je ne peux pas parler de mes problèmes d'alcool à qui que ce soit d'autre. D'accord. Quelqu'un dans la rue, mes amis proches, les gens, etc., vont être compatissants, mais ne pourront pas comprendre le fond du problème. Il n'y a qu'avec un autre alcoolique ou avec un autre toxico que je peux te dire vraiment le fond de ma folie. Il n'y a que entre professionnels de la défense qu'on peut parler de nos folies. Et c'est la parole de l'autre qui me guérit. C'est l'autre, mon médicament. C'est parce que tout d'un coup, on est ensemble et c'est l'exemple de l'autre qui tout d'un coup me fait... Moi, j'ai compris des trucs à force d'aller en réunion et de réentendre. Tout d'un coup, il y a des phrases, j'ai compris. Ouais, des fois, on comprend bien après, en plus. Mais des tonnes de fois après. Là, j'ai enfin compris, il y a une promesse qui dit je n'aurai plus peur des autres et je n'aurai plus de crainte de problèmes financiers. Et ça, j'arrivais pas à la comprendre. Et donc, pendant très longtemps, je me suis dit, il faut pas que j'ai de problèmes financiers et tout. J'avais un gros flip. Et en fait, pas du tout. Elle dit, je n'aurai plus de crainte. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurai toujours des problèmes financiers, sauf que je m'en fous. Et ça, j'ai mis 15 piges à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi. C'est qu'à force d'entendre des gens qui disent, ouais, il y a des problèmes. En fait, la vie, c'est pas des pâtes au jambon, quoi. Il y a des emmerdes, hein. C'est pas fastoche, quoi. Donc, on vit avec. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de ma peur. Et alors, si on peut terminer là-dessus, moi, j'ai découvert une chose qui est pour moi hyper importante. Ce que j'ai découvert, c'est que le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est la peur qui me rend con. C'est la peur qui me met en colère. C'est la peur qui m'a fait consommer toute ma vie. Si je mets l'amour dans ma vie, partout, j'éloigne la peur.
Ça ne veut pas dire que je n'ai plus peur, mais elle s'éloigne de moi. Donc tout devient réalisable. Et je n'ai plus peur de ma peur. Donc, c'est possible. Et c'est l'histoire du mec qui te bouscule, c'est l'histoire de... Je mets avant tout l'amour dans ma vie. Et là, tout d'un coup, les choses sont possibles. Elles ne sont pas plus faciles. Quand on n'a pas connu beaucoup d'amour, justement, les réunions, c'est là que ça joue. C'est là que tu as compris ce qu'était l'amour, en fait, aussi. Moi, j'ai compris ça là-bas. J'ai compris que mettre l'amour dans ma vie, à tous les niveaux de ma vie, c'était ça ma solution. Bah écoute, on va mettre le lien déjà du site des Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, de ton film, évidemment, on va mettre les références pour que les gens puissent le trouver, les héroïques, je ne sais pas s'il est sur une plateforme là. Il est en VOD, je crois. Il est en VOD, c'est ça. Il est en VOD, il doit être sur MyCanal. Et bientôt, j'espère qu'on pourra lire donc ton livre. Ouais, moi aussi, j'espère, ouais. Ok. Le pardon. Le pardon, il s'appelle ? Non, c'est le petit pardon. Il s'appelle Fuck Off les années 80. Ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup, François. Merci, Karine. Merci. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.